a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je reçois à nouveau ma compagne Noëlla pour parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé seul en fait. Et je trouvais ça intéressant d'en parler avec elle, de parler de comment est-ce qu'on a fait ce choix important pour nos enfants, pour notre fille Sarah. Et ce choix dont je parle, c'est le choix d'avoir pratiqué l'instruction en famille. Alors pour les personnes qui connaissent pas beaucoup le sujet, petit rappel, l'instruction en famille, c'est ce qu'on appelle communément l'école à la maison. C'est quelque chose qui est un spectre de pratiques éducatives et de pratiques instructives, comme la société par ailleurs. On peut quand même dégager deux grands courants qu'on appelle le homeschooling, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment faire l'école à la maison, donc d'avoir des temps dédiés aux apprentissages, après bien entendu avec différentes pratiques. Ça peut être par exemple le CNED, c'est du homeschooling, mais créer des activités ultra ludiques mais prévues sur des temps précis, c'est aussi du homeschooling. Voilà, donc il faut vraiment pas du tout être, c'est pas du tout très cloisonné comme on peut l'imaginer parfois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le unschooling, qui est d'une pratique où ça va être, en tout cas, où il n'y a pas de temps dédié aux apprentissages et on va plutôt partir des apprentissages spontanés, autonomes des enfants, en essayant juste d'alimenter leurs élans, leurs enthousiasmes qui viennent par rapport à un style de vie souvent, à des explorations, à l'environnement dans lequel on évolue. Et bien entendu qu'il y a plein de gens qui se situent entre les deux et qui piochent à droite à gauche. Voilà. C'est pas parce qu'il y a deux grands courants que ces courants sont scindés et cloisonnés, comme je le disais. Non, c'est vraiment, il faut voir ça comme un spectre. C'était juste qu'il y a deux grandes pratiques historiques, voilà, qui se dégagent, mais qui se mélangent sans aucun problème. Et c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Nous avons pratiqué l'instruction famille avec Sarah pendant 2 ans, de ses 3 ans à ses 5 ans. Ensuite, elle a choisi d'essayer l'école, libre à elle de choisir de ne pas continuer l'école et donc d'en ressortir dans ton instruction famille. Enfin voilà, on maintient cette possibilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà argumenté sur les réseaux, expliqué dans ce podcast, il me semble, mais toujours seul. Et je trouvais ça intéressant d'évoquer ça. Alors c'est vrai que là, on sort d'une série d'épisodes où on a beaucoup parlé de la naissance de Lucas, de la grossesse et tout, et du désir d'enfant. On reviendra ensemble sur le sujet du postpartum. Encore une fois, on prend du recul sur le sujet. Je pense que c'est pas facile, donc on prend du recul sur ce sujet-là. Et en fait, voilà, j'avais proposé de discuter de ça avec Noëlla. Elle a accepté. Durant cet épisode, nous vous dévoilerons notre parcours, notre réflexion sur le sujet, depuis les premières idées, les réflexions qui nous ont conduit à envisager l'instruction en famille pour notre fille, jusqu'aux décisions concrètes qu'on a prises et comment est-ce que c'est devenu un projet de vie, ce qui nous a conduit à adapter notre vie professionnelle et familiale à ce choix audacieux. Noëlla partagera ses expériences personnelles qui l'ont menée à rejeter le système scolaire traditionnel, ses inquiétudes et ses espoirs pour l'avenir de notre enfant et de nos enfants maintenant, tout en explorant les bénéfices que nous avons observés au travers de cette méthode d'apprentissage libertaire. Nous aborderons des sujets cruciaux tels que les pressions scolaires, l'importance de l'estime de soi et comment nous essayons de protéger notre fille des difficultés que nous avons nous-mêmes rencontrées durant notre scolarité, même maintenant qu'elle est scolarisée par ailleurs. Nous discuterons également des défis financiers et logistiques que représente l'instruction en famille et comment nous nous efforçons de trouver un équilibre entre nos carrières et notre vie de parents. On pourrait ajouter la vie de couple aussi. En fin d'épisode, Noël et moi réfléchirons ensemble sur l'avenir, les possibles aménagements de nos modes de vie et pourquoi pas même sur des projets un peu plus vagabonds comme l'idée de voyager en van pour enregistrer des épisodes de podcast. Nous espérons que cet échange vous offrira une vision nouvelle et inspirante, en tout cas éclairante, différente de la parentalité, de l'instruction et de l'éducation. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, ainsi qu'à le partager autour de vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec le début de cet échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut chérie. Salut. Noëlla. Cédric. Notre fille Sarah, la grande, elle a été en IEF, en instruction famille, pendant 2 ans. Comment on a fait ce choix déjà, tu te rappelles? Je me rappelle que non, très vaguement en fait. Je pense qu'on se renseignait un petit peu sur l'éducation. Et puis on a regardé des documentaires aussi. Puis finalement, on a un peu changé de point de vue sur l'enfant. Parce que déjà vis-à-vis de l'éducation,
On a vu que voilà, un enfant, c'est pas juste quelqu'un à mater, quoi, à mettre dans un moule pour qu'il devienne de telle ou telle manière. Donc c'était plus l'envie de, c'est un être à part entière et du coup, on lui laisse sa place. Sauf que si on le regarde plus sous le prisme un peu descendant, on s'est dit comment on va le laisser pouvoir s'exprimer, se développer, s'épanouir. Et on en est arrivé à, en fait, le cadre de l'école, c'est pas vraiment celui qu'on a envie d'avoir en particulier sur les premières années de vie, où vraiment ils sont en plein développement, ils sont émotionnellement encore plus fragiles qu'un adulte. Et du coup, on est arrivé à cette envie vraiment de liberté pour elle, et puis de temps aussi pour elle et nous, quoi, parce que je pense qu'être parent, on est parents toute sa vie, mais les enfants sont avec nous vraiment que temporairement dans notre foyer, et en fait, faut en profiter à fond, je pense. Parce qu'à un moment, on aura un autre passage de notre vie où eux, ils se seront épanouis loin de nous. Ils pourront toujours se raccrocher à nous, mais bon, voilà. Et nous, il faudra qu'on s'épanouisse aussi de notre côté à nous. Et donc, sur cette période, il faut peut-être en profiter et passer plus de temps avec eux que leur laisser tout ce temps à l'école et avec une autre personne, quoi. Je sais pas, tu t'en souviens, toi? Moi, je me rappelle que tu avais amené le sujet, comme beaucoup de sujets partageés au début, qu'on avait regardé Être et devenir. Oui. Le documentaire, ouais. où on s'était dit « Waouh, on veut ça !» Ouais. Que derrière, t'avais commandé la BD de Lise Desportes, Les Jolis Sauvages, ou d'ailleurs, cette BD qui commence par « On a regardé le documentaire » dans la BD, je sais pas si tu te rappelles, ça commence par des dessins où on les voit, on a regardé le documentaire Être et devenir, on avait des étoiles dans les yeux et c'était trop nous, quoi. C'est vrai. Et c'était hyper intéressant cette BD. Moi, ce que j'avais aimé, c'est surtout qu'ils avaient fait le choix d'instruction famille et à la fin, en fait, ils rescolarisent. Tout à fait. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir que c'était pas quelque chose de figé. Et c'est vrai que moi, de mon côté, du coup, je me suis vachement plongé dans les lectures de John Holt, Peter Gray, Sir Ken Robinson, André Stern, Arnaud Stern et compagnie. Chose que moi, je n'ai pas fait. Chose que toi, tu n'as pas fait. Ce qui fait que moi, en fait, je me suis vachement détendu sur les apprentissages. Extrêmement détendu, et surtout sur le respect du rythme, quoi. Et c'est vrai qu'on partageait ça. Par contre, à ce moment-là, on était aussi... moi, j'étais salarié, quoi. J'étais salarié. Toi, t'avais ton activité dentiste, que tu as toujours, par ailleurs. Il y avait quand même aussi ce frein de... on savait pas. Comment qu'on va faire. Exactement. On savait pas comment on allait faire avec 2 temps plein... Franchement, 2 temps plein plus, même, j'ai envie de dire. Franchement, on avait des horaires compliqués, déjà, ne serait-ce que pour la garde, parce qu'au départ, pour la garde, on s'était dit, même avant les 3 ans, là, elle va faire 40 heures. Enfin, on s'était dit, elle va faire beaucoup d'heures et tout. Et finalement, on a trouvé des aménagements. Puis le Covid est arrivé, t'as changé de travail, elle avait 1 an et demi. Et là, du coup, toi, à ton compte, voilà, on a fait des choix. Moi, ce qui a surtout été déterminant, c'est que les choix de vie ont été centrés là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'avant de quitter mon emploi, il était évident que, tu vois, je pouvais par exemple quitter mon emploi, mais trouver un autre travail salarié. Mais le fait qu'on savait qu'on allait vouloir faire instruction en famille, on savait que ça passait pas avec 2 temps plein, donc ça marchait pas. Puis que concrètement, temps partiel, financièrement, ça marchait pas non plus. Et donc à la base, j'avais prévu une autre reconversion, mais il fallait que je sois à mon compte, quoi. Ça, c'était... fallait que je sois maître de mon temps et de ma présence. Ça, c'était important. Et toi, je sais pas comment tu entrevoyais ça, peut-être autrement, je sais plus ce qu'on se disait. Non, moi, en fait, c'est que je travaillais à temps plein et je suis en libéral, donc c'est vrai que je peux... en libéral, c'est moins de sécurité, mais plus de liberté. Donc, je pouvais aussi me dire, je vais diminuer mon temps de travail. Après, moi, je l'ai fait les années auparavant. J'ai vraiment jonglé différentes activités pour voir, déjà pour m'épanouir professionnellement de mon côté. Donc parfois, j'ai diminué mon temps d'activité libérale. Je suis en cabinet toute seule, seule chirurgien dentiste. Donc mon entreprise est avec les charges qui vont avec. Et du coup, c'est vrai que si je diminuais un certain temps, j'étais plus si rentable que ça. Donc voilà, il fallait quand même que je garde un minimum pour assurer, à force, on s'est mis aussi des charges personnelles importantes. Et du coup, finalement, après 2020, je suis aussi en même temps, j'ai fait un changement professionnel, aussi d'orientation de pratique. Je me suis spécialisée dans certaines activités et voilà, ça me demandait aussi plus de temps. Donc en fait, j'ai pas pu trop diminuer mon temps de travail, puisque j'étais même un peu plus prise, alors que j'aurais pu faire un choix de travailler moins dans une activité qui me plaisait pas. Mais j'aurais pu passer du temps avec mes enfants. Mais j'aurais eu du mal à me lever les autres jours. Donc voilà, on a fait des choix. Donc finalement, moi, pour assurer financièrement, c'est moi qui ai pris en charge beaucoup sur le temps de travail, quoi. Et on a dit que toi, tu allais travailler moins, surtout que tu étais en développement de ton activité. Donc c'était pas pour perdre une activité que tu n'avais pas.
Oui, Voilà. j'étais même en recherche d'activité à ce moment-là, puisque, puisque le Covid avait défoncé mon projet initial et qu'en fait, je me suis retrouvé au chômage. Et qu'à la base, Papa Patriarcat, je pensais même pas gagner de l'argent avec, tu vois. Donc, Bon, bah, elle avait 1 an et demi au moment où tu as lancé ouais. Papa Patriarcat. Donc, tu vois, il s'est passé 1 an et demi pendant ce temps où on a Oui, cogité tout à aussi. fait, oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que bon, cette période de chômage a aussi permis, tu vois, de faire ça. Et puis après, il y a eu, il y a eu le développement de mon activité donc dans le podcast et autres joyeusetés. Et surtout, voilà, le fait de pouvoir accompagner Sarah aussi souvent, quoi. Aussi souvent, aussi long. C'était cool, quoi. Tu vois. Enfin, c'était cool pour moi. Tu vois. Comment toi, tu as vécu cette période En fait, l'UF, c'est super parce qu'on dit on peut passer du temps avec son enfant et tout. Mais en fait, chaque famille s'organise à sa manière, quoi. D'ailleurs, on l'avait vu, je crois, dans Être et Devenir, il y a des gens qui s'organisent. Enfin, non, je sais plus si c'est dans ce documentaire ou pas, mais bon, voilà, parfois il y a un à temps plein, l'autre qui travaille pas du tout. Parfois c'est 2 temps partiels, il y en avait qui travaillaient la semaine, un autre parent le week-end, etc. Chacun a son organisation et finalement, toi, tu as pu libérer du temps pour être avec Sarah et moi, j'ai pu libérer moins de temps. C'est un regret, quoi. Enfin, c'était un peu contre moi, quoi. Enfin, voilà, j'étais un peu triste de ça parce que j'aurais aimé avoir plus de temps. Travailler, ramener l'argent, c'est aussi lui permettre d'avoir ce cadre, voilà. C'est assurer logistiquement et financièrement cette possibilité, en fait, de lui donner cette liberté. Donc, je me disais, au moins, elle s'épanouit, je le vois, j'ai quand même du temps avec elle, parce que je travaillais sur 4 jours, donc j'avais quand même 3 jours dans la semaine. C'est pas 50%, mais bon, c'est une partie. Donc voilà, il fallait profiter de ces moments-là. Mais c'est vrai que mon cœur de maman, il avait plutôt envie d'être à 2 jours par semaine de travail et d'être plus souvent présente. Ça c'est sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose que je digère pas très bien. C'est vrai que même ça, tu vois, ça nous a amené à faire encore d'autres choix professionnels, même des choix dans le cadre de la visibilité de Sarah et tout, en se disant, en tout cas de mon côté, tu vois, sur, ok, à un moment, est-ce qu'il faut pas faire le choix de développer des activités, y compris sur les réseaux, qui pourraient permettre de baisser ta pression financière? Et justement, pas forcément qu'on gagne plus d'argent, toi et moi, enfin le foyer, tu vois, Non, c'était pas l'objectif de gagner plus d'argent. mais que toi, tu puisses passer plus de temps avec ta fille, quoi. Oui. Avant, on avait un cadre de vie sans enfants, on gagnait bien nos vies. Voilà, on a fait des choix, l'achat de la maison, etc., avec des charges élevées, personnelles, en fait. Il y a d'autres choix, à un moment, on y a pensé, les autres choix, c'est diminuer les charges personnelles, donc changer de maison et tout, et c'est un choix qu'à ce moment-là, on n'a pas fait, mais ça aurait pu être un des choix, c'est-à-dire diminuer les charges personnelles pour avoir moins de besoins personnels et financiers, et à ce moment-là, peut-être rentrer plus dans des frais. Mais voilà, sur le moment, non, on n'a pas fait ce choix-là qui demandait plus de rupture. Oui, après, c'est aussi un choix qui pourra peut-être un jour revenir dans la balance. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On sait que c'est une possibilité, quoi. C'est une liberté qu'on a de moments, comme d'autres. Hein, voilà, on revend, on fait autre chose. On peut toujours changer de. Enfin, nous, on a cette liberté, ce privilège de pouvoir. Ça, vivre dans un van. Pas, Tu deviens mais... dentiste itinérante, moi podcasteur peut-être itinérant. pas, non. on vit au gré de tes remplacements. Et moi, je fais des podcasts, tu vois, on fait un van aménagé, qui sera bien insonorisé, où je pourrai enregistrer des épisodes, on a déjà l'attente de toi et tout. Super. Non. Non, c'est pas trop mon truc. Non, ok. Ok. Je le ferai tout seul un jour, mais non, je plaisante. Je partirai avec les enfants, bien sûr. Mais... Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, toi, par rapport à l'instruction famille? Parce que tu parlais du respect de l'enfant et tout, mais à l'école, on respecte les enfants. La question piège. Mais grave. Non, déjà, je pense que y a ce truc que quand on a eu Sarah, peut-être que les autres parents le vivent, c'est qu'on repense aussi à comment on s'est construit, nous, en tant qu'enfants, quoi. Quels parents on veut être, etc. Et en fait, moi, j'ai vu que... moi, j'étais une enfant à l'école primaire, au collège, tout ça. Voilà, j'étais une enfant... J'avais des facilités, j'avais des bonnes notes, je rentrais dans le cadre attendu. Et on n'est pas plus heureux, en fait, quand on nous demande d'être dans le cadre attendu, là. Parce qu'il y a la pression de retomber, voilà, et cette question de comparer, les notes. En fait, j'ai trouvé ça hyper délétère pour moi, pour ma construction, d'être notée, d'être jugée de cette manière-là. En plus,
Mon père, voilà, il avait la comparaison assez facile avec les autres, donc ça met une pression, quoi. Donc voilà, je me suis dit, ben si j'ai vu aussi ma demi-sœur, on s'est connus, on avait 7-8 ans, elle et moi, donc enfin, c'est une union de mon beau-père avec ma mère et du coup, elle était mauvaise sur certaines, matières et c'était vraiment son identité, quoi. Ben, tu es nulle en maths, voilà, tu es nulle en maths, c'est comme ça, tu nous aussi, on était nuls en maths dans la famille, genre, c'est familial, le truc. Et donc elle était vouée de toute façon à pas réussir parce qu'on a tous raté, quoi. Donc c'était la première de sa famille à avoir le bac d'ailleurs. Donc c'était carrément, là, elle est sortie hors des clous, c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc elle a très mal vécu aussi d'avoir cette étiquette de nulle en maths là, alors qu'en fait elle avait énormément de qualités sur d'autres matières, sur d'autres plans, quoi. Et du coup j'ai vu vraiment, voilà, peu importe à quel endroit on est sur l'échelle de notes de la classe, et ben on n'est pas plus heureux en bas, au milieu ou en haut là. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper délétère. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie que ma fille soit notée de cette manière-là? Quelle est cette pression de l'école de cette manière-là, alors qu'elle pourrait se développer, à acquérir ces compétences-là d'une autre manière, sans cette pression-là, quoi. J'avais pas envie qu'elle se fasse un peu, voilà, peut-être détruire au début ou plus facilement en tout cas, que ça lui fasse du stress, quoi. Même, je travaille en maison de santé, j'ai une collègue. Le hasard a fait qu'on a été au lycée ensemble et en fait, elle a vécu toutes ces années de médecine en dépression, quoi, franchement. Donc, est-ce qu'on a envie de ça? C'est génial d'avoir son diplôme de médecin, quoi. Est-ce que ça en valait la peine pour sa santé mentale? J'en sais rien. Voilà, je me suis dit, bah, si je peux protéger ma fille, qu'elle s'épanouisse en tout cas le plus possible, ben je le ferai, quoi. Moi, c'est venu d'un autre truc, tu vois. C'était, je me rappelle vraiment d'un moment où je ramenais des bonnes notes, tu vois, vraiment gavé. Et puis, moi, j'étais à fond, tu vois, dans la recherche de reconnaissance paternelle, tu vois, sur les bonnes notes, quoi. Comme je me faisais insulter dès que je travaillais avec mon père, j'étais trop con, pas assez fort, un abruti, etc. Ouais, hyper bienveillance. À l'école, j'avais des bonnes notes, tu vois. Et je me rappelle vraiment d'un moment, tu vois, je devais avoir 13 ans où je ramène plusieurs 20, tu vois. Rien, quoi. Zéro retour, il préférait lire le courrier. Et là, je me rappelle vraiment de ce moment où je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je me fais autant chier à l'école, quoi. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à fumer des joints et des clopes et boire des bières, etc. Non, mais tu vois. Et là, la chute. Et non, mais c'est ce qui me fait me dire, tu vois, par rapport à ce que tu racontais, que la pression à l'école, elle y est, c'est sûr, mais je peux pas empêcher de me dire, quand tu parles de ta demi-sœur, que bah, peut-être aussi que si, même malgré ses mauvaises notes en maths, sa famille avait appuyé le fait que bah, elle avait des super résultats ailleurs et qu'elle avait plein d'autres qualités, bah, elle aurait peut-être pas vécu de la même manière, tu vois. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Même moi, je l'ai vu de différentes manières aborder cette question des maths. Et à un moment, elle a réussi à faire des choses. Mais après, on la remettait dans cette étiquette et tout. Enfin, voilà, parce que c'était limitant. Et puis, de toute façon, c'était défini, là. T'avais pas de notion par rapport au harcèlement, toi? T'avais pas de choses comme ça? Moi, je sais que c'est un truc qui m'a vraiment questionné, tu vois. Ce que je voulais, moi en tout cas, tu vois, c'était que Sarah, donc là c'est le cas actuellement, puisqu'elle est elle a choisi de scolariser, mais qu'elle y aille à un moment où, tu vois, elle avait une certaine construction de son estime de soi, et clairement à 3 ans, tu vois, ça aurait pas été la même sauce que là à 5 ans. Et du coup, tu vois, là à 5 ans, bah, tu vois bien que quand elle est pas d'accord avec quelque chose à l'école, elle est quand même capable de le réfléchir et tout, tu vois, et d'en reparler, que ce soit le harcèlement, les stéréotypes de genre ou quoi. Donc, même si elle est clairement influencée sur des stéréotypes, mais tu vois, je trouve ça intéressant qu'elle ait cette capacité d'avoir cette estime d'elle-même qui est bonne, et du coup, j'espère que ça lui fait une bonne base pour prévenir tout harcèlement, quoi. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, j'avais une vision assez négative de l'école parce que j'ai aussi vécu le harcèlement, comme beaucoup, en classe. Et à un moment, j'ai changé de collège d'ailleurs vis-à-vis de ça, pour voilà, me permettre de tourner la page, partir sur une page neuve, ne trouvant pas d'autre solution. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie qu'elle vive ça. Après, moi, je l'ai vécu sur des années, voilà, c'est pas l'année des 3 ans. C'était plus tard, donc, mais c'est une des craintes pour la suite aussi, quoi. En tout cas, j'avais envie qu'elle s'épanouisse le plus facilement possible, parce que de toute façon, dans sa vie, elle va être confrontée à des choses négatives, à des situations difficiles. Donc, je voulais qu'elle ait le plus de bagages possible avant de se faire peut-être heurter à des moments où elle n'a pas encore les bagages en elle pour le faire. Donc, si je pouvais, on va dire, lui donner le bagage le plus solide facilement au départ pour elle-même, son estime d'elle-même, sa reconnaissance d'elle-même, et puis ses acquisitions relationnelles et pas que scolaires, quoi, je veux dire, ses acquisitions. Et bien, si on avait cette possibilité, effectivement, je voulais le faire, quoi. Voilà, ça, c'était important pour moi. En plus, quand ils sont tout petits, là, ils ont besoin de bouger aussi, donc
Me dire qu'elle allait être assise en classe sans bouger au fur et à mesure des années, là, j'avais un peu de difficulté. Et puis, je voyais aussi autour de moi, c'est par rapport à l'entourage. Il y avait autour de moi un enfant je crois, qui avait 4 ans. Tout de suite, on l'envoie voir le neuropsy parce que il avait du mal à rester en place sur sa chaise. Il avait toujours besoin de bouger sur sa chaise. Est-ce qu'on doit finir tout de suite chez le neuropsy d'abord vis-à-vis de ça, voilà, il a 4 ans, c'est peut-être difficile de rester 2 heures sur sa chaise, effectivement. On a eu cette opportunité de faire ça. On savait pas si on le ferait à vie, quoi. Il y a des gens qui le font tout le temps, mais bon, voilà, on savait pas. Et puis c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je suivais notamment, il y avait, tu les as interviewés. Il y a une petite qui avait 11 ans à l'époque, qui faisait l'IUF. C'est la famille qui fait du cosplay et la maman. C'est Aurélie San, donc du compte Instagram @funandmix. Et de la chaîne YouTube surtout, puisque moi tu m'avais montré ça. Ouais, en fait, je la suivais sur les réseaux sociaux. Donc sa fille, je pense qu'elle avait à peu près 11 ans. Enfin, je vois pas trop l'âge, mais elle était au niveau collège, quoi. Et donc elle était en IEF, son petit frère aussi. Et elle présentait ce qu'elle faisait. Et en fait, elle était. C'est ça que j'aime par rapport à l'IEF, c'est qu'en fait, ça suit aussi l'intérêt de l'enfant, quoi. Enfin, en tout cas dans ses acquisitions, dans ses apprentissages, parce que eux, ils faisaient l'unschooling, donc voilà, c'était pas un enseignement formel. Et la petite, en fait, elle était passionnée par les choses qu'elle faisait. Donc, à un moment, elle a suivi des MOOC sur les pierres, je crois. Enfin, elle était vraiment à un niveau super élevé. Au niveau littéraire, elle avait travaillé des choses. Je sais plus, il y avait un truc sur la lune, mais elle avait travaillé en transversal avec faire de la poésie, faire des collages. Elle avait fait une présentation. Enfin, elle était super heureuse de montrer ça. Et à l'inverse, les maths, elle les avait laissées complètement à côté parce que c'était pas son truc à ce moment-là. Et puis, moi, je suis sur des années, je pense, la petite. Donc, à un moment, elle a une grosse période de maths et puis elle a récupéré tout, voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que moi, j'ai fait toutes ces années, ces heures de français moi, j'aimais pas le français, donc ces heures de français ou d'histoire géo qui m'intéressaient pas, où on essaie de m'inculquer un truc dans ma tête et ça rentre pas au bout de 25 heures, alors que parfois, quand le sujet nous passionne, on peut passer 3-4 heures, même en pleine nuit, à être sur le sujet, ça va rentrer direct. Donc, de voir comment elle s'épanouissait de cette manière-là, j'avais envie de voir les yeux. Ma fille aussi qui pétille de la même manière que ses yeux pétillaient, quoi. Franchement, c'était... Voilà, elle avait pas 3 ans, elle en avait 11, mais elle avançait à son rythme et je trouvais ça vraiment génial, quoi. Alors que toutes ces heures, effectivement, où on va nous dire, c'est en collectif, donc à tel moment, vous allez faire telle matière et puis peut-être ça va pas du tout rentrer, mais c'est pas grave, on va la recommencer, puis après on va vous donner des devoirs dessus. C'est toujours pas rentré, c'est pas grave. Si ça rentre pas, on va faire des trucs de soutien. Voilà, exactement, et c'est toujours pas rentré. Puis de toute façon, après, vous avez oublié, là, voilà, qui a utilisé Pythagorière. Enfin, bon, voilà, donc c'est vrai que c'était ça aussi qui me motivait, quoi, de me dire, elle va pas gaspiller son temps à ce moment-là, si elle peut avancer. Et puis c'est ce qui s'est passé, en fait. Sarah, après, en IUF, franchement, il y avait des choses qui l'intéressaient, on suivait ses centres d'intérêt, et puis du coup, elle a acquis des choses très vite. Et franchement, c'était formidable de voir ça. Non, mais c'est clair que ça, c'est vraiment un truc, moi, tu vois, pendant 2 ans, qui m'ont vraiment marqué avec Sarah, c'est la confiance aussi que ça demande, tu vois, à l'enfant. C'est ça aussi que je trouve incroyable. C'est que ça demande une confiance en l'enfant et en sa capacité de s'autogérer qui est quand même assez forte, tu vois. Moi, j'avais vu qu'il y avait souvent, vous voyez, sur les groupes d'UF, les gens avaient très peur que les acquisitions socialement reconnues soient pas acquises, quoi. Par exemple, l'écriture ou la lecture. Donc souvent, à la période des 6-7 ans, là, ceux qui étaient en IF, il y en a qui se posaient des questions. Voilà, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Comment je peux l'accompagner? Il y avait cette question qui disait, est-ce qu'elle rentrera dans les cases demandées par quand même les contrôles? Parce que les contrôles se font quand même chaque année. On s'est posé cette question, mais on lui a fait confiance et ça s'est bien passé, quoi. Voilà, même, c'est vrai qu'autour de nous, les gens se disaient pas forcément que ça allait marcher. Puis ils ont vu que ça marchait, quoi. Comment tu vois les choses si Sarah, à la prochaine rentrée, nous dit en fait, non, l'école, non. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter, après voir aussi pourquoi non, parce qu'elle avait l'air de quand même s'épanouir là-bas. Après, moi, j'ai moi-même des craintes aussi sur la suite, parce que là, elle est dans une école privée où elle peut bouger, où il y a des ateliers, mais bon, après, ça va être de plus en plus vraiment scolaire, on est assis à sa table, on suit le truc, on a ses devoirs et tout. De mon côté, moi aussi, j'ai mes propres craintes aussi par rapport aux années qui vont passer au fur et à mesure qu'elle va aller dans des classes de niveau supérieur. C'est que par rapport à l'école, il y a quand même... je trouve que ça suit pas du tout le rythme des enfants. D'ailleurs, c'est même un problème de santé. Il y avait une émission, il y avait quelqu'un qui est intervenu pour expliquer qu'on est en train de
créer les futurs risques cardiovasculaires de nos enfants, enfin les infarctus à 30 ans de nos enfants, parce que en fait, ils ont de moins en moins d'activité physique. On va leur demander au fur et à mesure des années d'être de plus en plus sur leur chaise, avec un temps très scolaire, très formel, on écoute, on écrit, et du coup, de moins en moins d'activité, et d'être complètement sédentaire, en fait, parce qu'après, au fur et à mesure, ça va être des ados, et dans la cour, ils jouent plus, ils sont assis, à l'école, ils sont assis, après on leur demande de faire leurs devoirs, et après, ils sont sur leur smartphone, quoi. Et donc, après, quand vous arrivez à la vie adulte, on vous demande là de faire 30 minutes de marche, faire votre activité physique 3 fois par semaine, alors qu'en fait, pendant que vous aviez l'énergie, on vous a interdit de le faire, quoi. Donc, du coup, de voir qu'en fait, elle va devoir passer par tous ces temps où on lui demande vraiment d'être assise, d'écouter, que c'est de plus en plus descendant, et finalement de plus écouter elle-même par rapport à ses besoins, ses envies. En fait, je trouve qu'on la prépare à la vie active, c'est-à-dire l'aliénation au travail pour moi. C'est-à-dire, ben là, t'as ta journée, ça va finir à 17h. Bon, bah, de 8h à 17h, t'as ça, et puis tu t'amuseras le soir. Moi, bah, après, finalement, ta semaine, elle est difficile. Bon, bah, tu t'amuseras le week-end. Bah, c'est un petit peu le truc du travail aliénant quand on travaille et qu'on s'épanouit pas. C'est-à-dire, on va attendre le week-end quand on travaillera plus, de passer enfin notre temps, et puis après, on va resubir notre semaine. Et puis, on a des congés payés pour récupérer, pour se remettre de notre temps de travail, au lieu de profiter. Voilà. Et du coup, je trouve qu'en fait, la scolarisation, c'est la préparation au travail aliénant, quoi, où on s'épanouit pas forcément. On ne s'est pas forcément épanoui dans tout ce temps de travail de l'école, où on nous a demandé des choses sans se demander qu'est-ce que nous, on vous souhaitait. La manière dont est faite l'école aujourd'hui, voilà, ça me fait un petit peu de peine de me dire ma fille va passer par là. Bon, moi, j'y suis passée, tout le monde y est passé, mais voilà, et du coup, on s'oublie un petit peu dans l'histoire, qu'on n'est même plus actif dans notre envie d'apprentissage, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je lisais souvent sur les témoignages de personnes qui ont fait l'UF jusqu'à tard, des enfants, par exemple, qui n'étaient pas scolarisés, par exemple, avant leur bac. Ensuite, ils se sont dit, moi, je vais passer mon bac en candidat libre. Donc, ils étaient motivés eux-mêmes. Donc, ils sont vraiment donné les moyens. Voilà, ils ont bossé activement et puis ils ont eu leur bac. Et puis ensuite, ils doivent aller à la fac. Et ils se retrouvent hyper motivés à vouloir suivre leur matière. Et alors qu'en fait, ceux qui ont été scolarisés, les témoignages, c'était que ceux qui étaient scolarisés, quand ils arrivent à la fac, ils sont enfin libres. Donc, ils ont envie de passer tous ces temps de liberté, de faire la fête, etc., de pas forcément suivre les cours quand on peut ne pas les suivre. C'est ce que j'ai fait, moi. Alors que celui qui avait fait l'UF, en fait, comme il est là parce qu'il a envie d'apprendre, Oui. et il a eu tous ces temps de liberté, il n'est pas du tout dans le même mood. Et c'est ça qui était dingue, en fait. Mais d'ailleurs, dans Être et Devenir, je sais pas si tu te rappelles, mais ils interviewent les universités américaines où l'instruction famille est en plein développement aux États-Unis, quand même, pour différents facteurs, soit dit en passant, mais ils interviewent des responsables d'universités prestigieuses, et qui expliquent qu'en fait, oui, pour eux, ce sont les meilleurs candidats pour toutes les raisons que tu viens de dire, en fait. Oui, ils gardent à chaque fois des pourcentages de personnes qui prennent des gens en IEF. C'est un peu comme mes cousins qui habitent en Angleterre, ils me disaient que dans leurs entreprises, là, pour le recrutement, dans leur travail, on ne cherchait pas forcément des gens qui avaient tous le même diplôme, sinon ils arrivaient tous avec les mêmes idées, le même formatage, mais plutôt des gens peut-être qui n'ont pas le diplôme dans ce cadre-là, mais qui se sont reconvertis pour avoir des profils d'expérience différents et des profils de vision différents. Donc c'est un petit peu ça. Ouais. Je me souviens à Harvard aussi, prenait des gens qui avaient fait l'UF pour avoir justement ces visions différentes et tout, quoi. Et on fait comment du coup si elle veut quitter l'école? C'est vrai, c'était ça, le mommy brain. Je me suis perdue. Si elle veut quitter l'école, il faut voir pour quelle raison elle veut quitter l'école. Et après, je pense que ça demanderait un réaménagement. Enfin, il faudrait vraiment qu'on discute sur comment se réaménager, parce que ça veut dire revoir nos activités à nous deux. Et qu'est-ce qu'on fait avec, en plus, on a un +2 maintenant, on a un autre bébé aussi. On aura aussi une enfant qui sera plus grande, plus âgée. Par rapport à ce que moi j'avais vu, que c'était quand même moi qui étais plus présent avec les familles, cette famille en UF. Je pense qu'il y a aussi une possibilité, tu vois, par exemple, pour qu'elle me suive. Par exemple, tu vois, si j'ai des déplacements, qu'elle me suive avec moi en déplacement, en te laissant bébé. Ça, c'est... J'ai pas de solution pour bébé, mais pour Sarah, tu vois. En tout cas, je pense que c'est un sujet ça peut à être une discussion. idée, quoi. Parce que, tu vois, moi, j'ai pas plus de temps aujourd'hui. Oui. Que oui, mais on a des relais aussi, tu voilà. vois. On a des relais. Je pense qu'entre les relais, un potentiel moyen de garde, acheter un van et... Non, parce que du coup, tu vois, si je me déplace avec Sarah pour enregistrer des épisodes, du coup, je pars en van avec elle. Ok, en fait, tout cet épisode était vraiment une tactique pour parler du van. Et pour finir, tu veux qu'on fasse pareil avec Lucas ? Moi, je pense que pour les premières années de vie, d'ailleurs, même dans certains pays, il n'y a pas d'école à 3 ans, quoi.
Oui, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école. Alors, Déjà. si on veut évoquer le sujet, il n'y a que 5 pays dans le monde où l'école est à partir de 3 ans, est obligatoire à partir de 3 ans. Obligatoire, j'entends. Hein. Il y a des moyens d'accueil publics à partir de même avant 3 ans. Mais en tout cas, les seuls endroits où l'école est obligatoire à partir de 3 ans, il y a la France, et après les 4 autres, c'est pas des démocraties. Hein. C'est ça qui fait un peu peur. Et donc, du coup, Lucas. Non, c'est sûr que si on peut, ça serait bien. Ouais. Mais après, il faut voir avec nos activités. Comme je dis. Enfin, c'est surtout parce que ton activité n'en est pas au même rythme qu'au moment où on l'avait fait pour Sarah. Voilà. Donc, si moi, je suis à activité identique et que toi, tu as activité augmentée, ben, il faut revoir est-ce que ce rythme-là convient. Est-ce que la maison est gardée ou est-ce qu'il faut vendre la maison et, comme on disait, changer nos charges personnelles. Je ne sais pas. En tout cas, ça demande réflexion. Parce que dans tous les cas, c'est un choix de vie de toute la famille. C'est pas juste c'est sûr. je le mets à nounou A ou à nounou B ou à telle école ou telle école. Quoi. C'est un choix de vie entier. Quoi. Dernière question. Si Sarah décide de continuer sa scolarisation, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que malgré les remarques potentielles de l'école, son estime d'elle-même ne soit pas fracassée? Chez nous, on s'en assure déjà, je pense. Et voir quand parfois elle est confrontée quand même à des situations. Elle nous en parle et on l'aide par rapport à ça. Notamment, tu vois, toi, tu me disais, parfois, vous répétez aussi des situations. Ça lui arrivait, quand on parlait du harcèlement, ça lui arrivait aussi d'autres enfants qui vont dire des remarques qu'elle ne souhaite pas. Et elle fait face à ça. Et c'est vrai que ça pourrait devenir, après du harcèlement, si ça se répète. Donc, du coup, on voit si elle est outillée ou on l'aide à s'outiller vis-à-vis de ça. Voilà, il faut être vigilant là-dessus. Mais on est 2. oui, non, mais bien sûr. On est 2 et puis on est 2 à être vigilants. Mais merci, chérie. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.